Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Christine Kelly. Bonjour Christine Kelly. Bonjour Clémence. Alors faut-il vous présenter, journaliste célèbre, animatrice de CNews pour cette émission Face à l'info. Mais vous étiez aussi la plus jeune membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel de 2009 à 2015. Et vous avez écrit un certain nombre de livres, tous primés. François Fillon, Le secret et l'ambition ou Le scandale du silence, famille monoparentale. C'est d'ailleurs le sujet de ma première question. Ces livres étaient avant des enquêtes, des révélations. Et aujourd'hui, vous nous faites une révélation, mais une révélation plutôt sur vous. Vous vous ouvrez un petit peu. Pourquoi ? Très bonne remarque. Bonjour Didier en passant. Bonjour. Très bonne remarque. C'est vrai que pour la première fois, je suis sortie, on va dire, du sujet verbe complément, l'enquête classique, en donnant un peu plus d'analyse, un peu plus de hauteur, de vue et mon avis aussi sur certaines choses. Alors, il faut dire qu'avec ces 3 ans, on a fait la 4e rentrée de Face à l'info. Beaucoup se sont demandé qui se trouve derrière la présentatrice de Face à l'info. Quel est son parcours ? Pourquoi elle est là ? Pourquoi elle a dit oui à cette émission ? Et aussi, comment dirais-je, et qu'est-ce qu'elle pense de cette émission ? Donc, c'est pour répondre un peu à ces questions que je me suis rapprochée de ce style différent pour la première fois, et vous l'avez remarqué, de partir de mon parcours et d'expliquer en fait, en toute humilité, quand je dis partir de mon parcours, je veux dire, il est minuscule, mais expliquer depuis mon enfance, qu'est-ce qui m'a poussée à arriver jusqu'à Face à l'info depuis mon enfance, cette soif de liberté. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un autre déclencheur, puisque c'est le début et la fin de votre livre ? D'abord, vous ouvrez et vous fermez votre livre avec votre fille, Léa, qui a encore 7 ans, c'est ça ? Elle a 8 ans déjà. Qui a 8 ans, ça y est. Maintenant, ça y est. Et qui dit au revoir et qui raconte sa vie et ses réflexions devant Gordane et Slaven. Alors, je ne sais pas si je prononce bien ces deux prénoms, qui sont avec vous depuis le début de Face à l'info. Alors, expliquez-nous qui sont Gordane et Slaven. Gordane et Slaven, deux gardes du corps, on va dire, qui m'accompagnent. Je n'ai pas accepté tout de suite la protection, mais après, dans un second temps, parce qu'au début, je me suis dit que c'était un peu ça serait peut-être trop lourd, et petit à petit, je me suis dit que j'en avais besoin. Donc, c'est vrai que Gordane et Slaven, je leur ai presque dédié ce livre. Je pense que ce sont à eux que j'ai signé les premiers livres. Ils étaient très émus. Et effectivement, à ma fille, qui a vu toute l'écriture de ce livre, et je lui ai expliqué pourquoi j'ai fait ce livre à ma fille, qui a 8 ans, qui aime beaucoup lire. On l'a vu dans le livre que j'ai écrit, Harry Potter. Et j'ai expliqué pourquoi c'est important que chacun ait le droit de parler. Donc, effectivement, je lui ai dédié ce livre à ma fille également. Peut-être, et évidemment, Didier Meillassoux, vous allez prendre la parole, mais est-ce que vous pouvez expliquer comment vous en êtes venu à avoir Gordane et Slaven à vos côtés toute votre vie, partout Oui, alors en fait, Gordane et Slaven, donc, c'est vrai qu'ils m'accompagnent depuis que j'ai eu une autre agression, on va dire, verbale, gestuelle, tout ce qu'on veut d'une femme sur une terrasse dans le 16e arrondissement de Paris, pas dans le 93 ou pas, voilà, dans des endroits où on ne s'attend pas, et où elle m'appelait un peu, on va dire, la connasse de Zemmour, si vous permettez l'expression, avec un doigt d'honneur, etc. Et vraiment, elle était complètement hystérique. Donc, à partir de ce moment-là, ma direction m'a dit qu'il fallait vraiment qu'on mette en place cette sécurité. Et donc, pourquoi ? C'est la question du livre. Pourquoi avoir 2 gardes du corps alors que personne ne connaît mon avis ? Pourquoi avoir 2 gardes du corps alors que j'ai juste fait mon travail ? Est-ce que Yves Calvi a 2 gardes du corps ? Est-ce que Anaïs Buton a 2 gardes du corps ? Est-ce que Léa Salamé a eu 2 gardes du corps quand elle était pendant plusieurs années, près de 10 ans, avec Zemmour ? Est-ce que Laurent Ruquier a eu 2 gardes du corps lorsqu'il était avec Éric Zemmour ? C'est la question que je veux poser. Alors justement, vous revenez avec un fil rouge tout au long du livre sur cet attachement à la liberté. Et vous dites, moi ce qui m'a toujours intéressé, c'est donner la parole, échanger, être curieuse, etc. Je ne donne pas mon avis, d'ailleurs vous le dites vous-même, Éric Zemmour ne sait pas pour qui vous votez, par exemple. Bon. Non. On sent quand même que vous avez été atteinte, j'allais dire, dans votre âme,
au plus profond de votre intégrité, parce qu'on vous a associé à des idées qui ne sont pas forcément les vôtres, ou peut-être, peu importe, ce n'est pas le sujet, mais que du coup, on vous a associé au diable, et que ça, vous l'avez vraiment... ça a fait remonter beaucoup de choses en vous. Jusqu'à certains, vous traitez un peu de la noire de service, de la caution, vous parlez de connasse à Zemmour, il y a toujours cette idée-là, le faire valoir. Comme vous êtes une jeune fille connue, plutôt bien de sa personne, et de couleur noire, vous êtes là une caution pour faire circuler les idées les plus nauséabondes en France. Ça vous a, on sent, beaucoup touché, meurtri, et c'est peut-être une des raisons, la raison essentielle de ce livre. Oui, parce que, et ça rejoint la question précédente que je disais, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les autres n'ont pas bénéficié de garde du corps et moi, oui. Donc ça va effectivement au-delà de son métier. Et jamais j'ai voulu qu'on m'empêche de faire mon métier par rapport à ma couleur de peau. Parce que s'il faut répondre à la question que je vous posais précédemment, Clémence, c'est ma différence par rapport à tous les autres animateurs et journalistes qui ont eu Éric Zemmour, c'est certainement ma couleur de peau. Entre-temps, il est devenu un homme politique aussi. Est-ce que ça a rajouté... Non, quand il était sur mon plateau, il n'était pas encore un homme politique. Oui, mais déjà, il prenait un petit peu... Oui, mais même, il faisait Paris Première. Il était au Figaro. C'était quelqu'un qui avait déjà... Il n'a pas débarqué à CNews. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, il ne sortait pas de la Lune. Qui est-ce qui a fait Éric Zemmour ? Je veux dire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, Christine Kelly. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est quelqu'un qui est un personnage qui a été construit, médiatique, qui a été construit par son livre, mais par aussi ses tribunes qu'il a eues dans tous les médias, et qui a atterri sur mon plateau tout en étant en parallèle au Figaro et aussi à Paris Première. Alors oui, je dis qu'effectivement, je ne veux pas être assignée à résidence à ma couleur de peau. C'est-à-dire que je ne veux pas faire une émission par rapport à ma couleur de peau, mais je ne veux pas non plus qu'on m'enlève d'une émission par rapport à ma couleur de peau. Mais justement, est-ce que vous avez eu des cas de conscience à certains moments en vous disant... Mais s'il y a beaucoup de gens qui me disent ça, qui m'en veulent, est-ce que vous-même vous êtes posé la question ? Est-ce que je participe, moi aussi, à la diffusion d'idées qui peuvent choquer des gens ? Est-ce que ça vous a interpellé, ça ? Très intéressant comme question. Jamais je me suis demandé, est-ce que je participe à la propagation de certaines idées ? Jamais. Jamais je me suis posé la question. Et je vais vous dire pourquoi. Quand on sort du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'on sait que la première mission du CSA est de réguler et de gérer au quotidien la liberté d'expression, je ne peux pas remettre en question ma décision. Je suis une ancienne présentatrice de LCI pendant 10 ans, donc une fille de l'info. Je suis un ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc qui connaît la mission des médias. Donc je suis journaliste, je suis sortie de l'école de journalisme de Bordeaux. Avec tout ça, on ne peut pas se dire qu'on contribue à la propagation de certaines idées. Bien au contraire, peut-être à la paix. Peut-être à la paix, justement, dans la société. Je trouve que c'est pousser et inciter la société à la haine que de lui cacher des informations, de lui cacher certaines idées, que de lui cacher certaines façons de penser. Bien entendu, la liberté d'expression doit rester dans le cadre de la loi. Pas question de dépasser, pas question d'aller dans l'incitation à la haine, pas question d'aller dans l'insulte. Là, ce sont les limites. Il n'empêche qu'à l'intérieur de la liberté d'expression, pourquoi cacher à la population une certaine pensée, un certain couloir de pensée qui peut choquer. On peut être d'accord ou ne pas d'accord, mais c'est préjugé de la naïveté du téléspectateur, c'est préjugé de l'opinion du téléspectateur, c'est demander, c'est obliger, c'est assigner le téléspectateur à penser d'une certaine façon. Regardez comment il a voté, ce téléspectateur. Il a le droit de voter à 7% Éric Zemmour ou de ne pas le mettre à l'Assemblée nationale. Mais il va le faire en conscience, il va le faire en étant éclairé et pas en ayant vu 2-3 trucs sur les réseaux sociaux. Donc je pense que le CNews et Face à l'info ont joué leur rôle libérateur de la liberté d'expression, éclaireur de la société, et ça permet au téléspectateur d'être maître chez lui, de décider, maître de sa pensée, de ses décisions, de ses choix, de ses réflexions. Jamais je n'ai pensé une seule fois
contribuer à la négation de certaines choses dans la société. Et vous dénoncez justement, à travers votre livre, cette autocensure qui est en train, et même cette volonté de censure, parfois vous étiez surprise, du peuple même, hein, qui demande la censure de certaines émissions, de certains invités. Et là, vous dites, mais quand c'est le peuple lui-même qui demande la censure pour lui-même, on peut s'inquiéter. Et c'est un éternel engrenage. Un éternel engrenage. On est tellement dans une société de censure, de transparence. On veut pas ci, enlevez-le de l'antenne. Il a fait ça, il faut qu'il démissionne. Et ceci, on a vu une pub, ça nous choque, c'est ce que j'explique dans le livre. Oui. On a vu telle pub, il faut l'enlever, etc. Une pub avec un papa qui annonce que le Père Noël n'existe pas. Voilà, et le téléspectateur pleure, il se retourne vers le CSA et me demande de supprimer la publicité. Mais c'est à vous aussi de pouvoir prendre en main une partie de l'éducation de votre enfant. C'est à vous aussi de refuser l'infantilisation générale. C'est à vous aussi de vous dire, attention, donnez-nous quand même le pouvoir d'agir. Alors bien sûr, il y a les limites dans le cadre de la loi, on est d'accord, mais il n'empêche que cette infantilisation et cette soif de, s'il vous plaît, donnez-nous à manger, donnez-nous à boire, faites ceci, faites cela pour nous, donnez-nous à penser, ça peut être contre-productif pour l'éveil des consciences, pour l'esprit critique du français, du téléspectateur. Christine Kelly, si vous regardez un tout petit peu dans le rétroviseur, après vos années à LCI, votre passage au Conseil supérieur de l'audiovisuel devenu Arcom, puis votre expérience dans Face à l'info, avec la multiplication des chaînes de télévision, les 6 dernières chaînes de la TNT, et dans les débats actuels, est-ce que vous diriez que la liberté d'expression a progressé, qu'elle a stagné ou qu'elle a régressé? Mon livre s'appelle « Liberté sans expression » pour exactement expliquer à quel point elle a régressé. Derrière les mots liberté d'expression, on tue la liberté d'expression. Derrière la démocratie, on est fossoyeur de la démocratie. Pourquoi aujourd'hui on court après les gens pour dire « Tiens, on ne veut pas entendre Éric Zemmour, tiens, on ne veut pas entendre CNews, faites taire CNews, faites taire Éric Zemmour, faites taire telle radio, faire telle personne ». Alors que, par exemple, CNews fait 2% de part d'audience. Alors que, comment dirais-je, il y a 200 chaînes télé, 900 radios. Alors justement, moi je trouve que, alors qu'il y a des radios particulières, il y a Radio Courtoisie, il y a Radio Beurre FM, il y a toutes les radios, il y a tout ce qu'on peut entendre et imaginer, on a le choix. Alors qu'on a le choix, qui est une conséquence de la puissance de notre démocratie, on va se tourner vers la petite infime partie que l'on voit et qu'on ne veut pas voir. Alors qu'on a la possibilité, je retourne encore à l'infantilisation, de se dire que je zappe. Donc avec mon regard d'ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, je me dis qu'il y a eu une telle pluralité des opinions ou des tendances traduites dans des octrois de fréquences qu'aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas normal qu'au bout du bout, après cette explosion de chaînes, cette explosion de radios, on puisse aujourd'hui venir à demander à faire taire telle ou telle personne. C'est ce qui explique l'avènement des réseaux sociaux. C'est ce qui explique l'avènement des idées sur d'autres plateformes. C'est ce qui explique la fuite de notre publicité, c'est-à-dire ce gâteau publicitaire de 3,5 milliards qu'on a en France et qui part sur le net. C'est ce qui explique aussi la déchéance, en quelque sorte, de nos médias. Alors, on va revenir évidemment sur votre expérience au CSA. Et je sais que Didier Maïsso a beaucoup à dire sur le sujet. Mais avant, je voudrais vous citer, vous expliquer le moment où vous revenez dans le journalisme après les 3 ans de jeûne médiatique, comme vous le dites, hein, après le CSA, 3 ans obligatoires, où vous êtes obligé de vous tenir à l'écart des médias. Vous revenez, c'est là que vous dites, hein, je constate ce recul évident des libertés. Donc, vous l'avez vécu dans votre chair de journaliste, en fait, ce constat. Oui, complètement. Lorsqu'on a fait 9 ans à LCI, on va au CSA, et ensuite on a 3 ans d'interdiction de médias et qu'on retourne sur les plateaux, on se dit waouh, les clashs, tout le temps des clashs, premier constat. Et deuxièmement, donc clash, superficiel. Deuxièmement, le fond n'est pas là. Et troisièmement, le recul de la liberté d'expression. Et là, effectivement, où chacun est parfois, comment dirais-je, canalisé dans ce qu'il dit par rapport justement aux menaces qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux. Ah, si jamais vous parlez de ça, je vous tue. Ah, si jamais vous parlez de ça, attention, je vais voir vos enfants à l'école. Ah, si vous parlez de ça, etc. Donc, on est en train de sourire devant un micro alors qu'on est muselé derrière
sur les réseaux sociaux. Voilà le constat que j'ai fait en sortant du CSA. Ouais. Et le CSA, on va en parler avec vous, Didier Mellisto. Vous le dites vous-même, hein, Christine Kelly, le CSA, parfois, enfin en tout cas le système de régulation de l'audiovisuel est parfois tellement régulé que finalement il finit aussi par étouffer la démocratie, ou au moins la volonté des journalistes d'inviter tous les débatteurs. Puisque vous le dites, hein, 2 semaines avant les élections, finalement c'est tellement compliqué, et on connaît bien ce sujet ici autour de cette table, sur les temps de parole. C'est tellement compliqué parce qu'on est à la seconde près que finalement on finit par abandonner le fait d'inviter tel ou tel invité, puisqu'il va falloir compenser la seconde près chez les autres. Et voilà, l'exemple même de la démocratie qui tue la démocratie. On veut tellement donner la parole à tous de façon, et le CSA est dans son rôle là, comme aujourd'hui dans son rôle, de vouloir bien faire, donner la parole à tous, mais au bout du bout, lorsqu'il y a les 15 jours d'égalité des temps de parole pour tous les candidats, qui en général sont 10, toutes les émissions politiques s'arrêtent. Et c'est l'inversion justement de la démocratie. Et c'est là où il faut se poser des questions. Est-ce qu'il n'est pas temps finalement de passer à autre chose? Parce que le CSA ou l'ARCOM aujourd'hui n'est pas dépassé, à la fois par ce qui se passe évidemment sur les réseaux sociaux, cette régulation qu'il est pratiquement impossible à opérer. Et si vous aviez 2-3 recommandations, par exemple, je ne sais pas moi, est-ce qu'il est trop proche encore du pouvoir, même s'il est devenu une autorité administrative indépendante? On sait bien que les choses doivent recevoir l'aval de l'Élysée, en tout cas pour la distribution de chaînes. Bon, je pense que maintenant, il y a prescription, on peut le dire. Ça n'a pas changé depuis la haute autorité, passant par le CSA, l'ARCOM. Est-ce qu'il faut plus de régulation, moins de régulation, plus d'indépendance, plus de liberté? Moi, j'ai toujours vécu le CSA, l'ARCOM, comme convaincre plutôt que contraindre. C'est-à-dire, avant d'aller donner une amende, une mise en demeure, essayer de convaincre, essayer de discuter pour avancer. Alors, je dirais que si le CSA est dépassé, et on pourrait peut-être le comprendre par rapport à une fin de civilisation, tous les philosophes, sociologues s'accordent à dire qu'il y a une certaine fin de civilisation. Donc, le CSA est peut-être dépassé sur certains points lorsqu'on voit par exemple, que pour les réseaux sociaux, le curseur est entre les mains du modérateur des réseaux sociaux et pas vraiment entre les mains du CSA, même si les textes ont changé récemment pour que le CSA puisse avoir un droit de regard. Mais aujourd'hui, toutes les insultes racistes dont je suis victime, c'est pas le CSA sur les réseaux sociaux qui en est le garant. On a donné le pouvoir à Twitter, à Facebook, aux réseaux sociaux de gérer. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, non seulement le CSA est dépassé encore en respectant l'institution, hein, je respecte l'institution et profondément parce que j'y ai beaucoup travaillé avec grand plaisir, mais on voit que la loi française est dépassée, les juges sont dépassés, la juridiction est dépassée. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire là, à votre avis? Et ce qu'il faudrait faire, c'est déjà au minimum ne rien laisser passer, par exemple, quand je parle d'insultes racistes sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça, c'est la loi. La loi n'est pas appliquée sur les réseaux sociaux. Donc, si font du zèle sur d'autres domaines, sur les insultes racistes, ça passe. Voilà, par exemple, donc sur les réseaux sociaux. Donc, je trouve que ici, il faut un équilibre. Il faut un équilibre partout. Il faut un équilibre sur les réseaux sociaux comme au niveau du CSA. Et je dis qu'effectivement, on ne peut pas laisser les personnes me traiter de fascistes, de racistes, de bounty toute la journée sur les réseaux sociaux et en même temps surveiller tout ce qui est dit, par exemple, sur CNews dans mon émission. Je trouve que c'est un certain deux poids, deux mesures. Donc, c'est là où je peux dire que c'est dépassé. Et en même temps, le CSA joue toutefois son rôle, et il est important qu'il existe, de garantir la liberté d'expression. Alors, bien sûr, on aimerait que ça soit mieux fait. Peut-être, on aimerait que ça soit peut-être plus, plus neutre, comme peut-être le soulignait Didier, mais le CSA joue quand même son rôle de garantie de la liberté d'expression. Vous déplorez dans votre livre le buzz permanent, vous l'avez rappelé d'ailleurs ici, le clash tout le temps dans les émissions dites de débat, mais aussi une certaine légèreté, un appauvrissement du débat, de la langue. Vous parliez de fin de civilisation, on pourrait parler de fin de règne ou de fin de la culture. Qu'est-ce qui vous choque aujourd'hui vraiment à la télévision française, s'il y a une émission, une façon de faire, un procédé, qu'est-ce qui vous met hors de vous, Christine Kelly? La seule chose qui me met hors de moi, c'est cette fâcheuse manie que nous, journalistes, avons, et en toute humilité, je me mets dedans, à aller interviewer quelqu'un pour qu'il puisse dire exactement ce qu'il veut qu'on dise.
Interviewer quelqu'un la bave aux lèvres pour juste montrer à une certaine catégorie de téléspectateurs qu'on a fait son boulot. Ou de journalistes, surtout. Oui, exactement. Et du système. Exactement. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que, bon, le problème, on a parlé un peu de censure, de la nécessité ou de l'absence de régulation, mais est-ce que le problème numéro 1 des journalistes n'est pas aussi un problème de formation et du coup d'autocensure pour plaire au plus grand nombre, pour plaire en tout cas au plus grand nombre de leurs co-religionnaires, je dirais, de leurs collègues et confrères? Est-ce que finalement les journalistes ne font pas beaucoup, en tout cas dans les chaînes d'infos, des émissions pour les journalistes et pas tellement pour la population? Je dois interviewer bientôt Olivier Dussopt pour un sujet. J'ai regardé les dernières vidéos, interviews qu'il a faites. Scrupuleusement, tranquillement. Le journaliste n'écoute pas sa réponse. Olivier Dussopt, j'ai rien contre lui, j'ai rien pour lui, mais on n'écoute pas la réponse. On veut absolument montrer, ouais, mais non, mais pas, mais ça là, etc. Oui, mais non, montrer qu'on n'est pas d'accord avec un membre du pouvoir. C'est pas ça que le téléspectateur attend, à mon avis, de mon humble. Et là, pour moi, le téléspectateur va grandir, le sens du média va grandir, et le public, le téléspectateur va comprendre. Le journaliste va grandir, et le téléspectateur aussi va grandir. Donc, si on peut interroger de façon sereine, intelligente, respectueuse, neutre, un membre du gouvernement qui va parler d'une réforme des retraites sans pour autant le couper sur un sujet, se rattraper parce qu'on a vu que dans sa question on a fait une erreur. Mais je regardais toutes les interviews, elles sont comme ça. Ça me fait de la peine, Didier et Clémence. Ça me fait de la peine de voir qu'aujourd'hui, le journaliste, dans la plupart du temps, est dans une posture et n'est pas dans le fond, et dans une façon de toujours, par exemple systématiquement casser Macron. Pourquoi pas? Mais il faut le casser lorsqu'il faut, et peut-être ne pas le casser lorsqu'il faut. Et pourquoi casser? Pour casser qui, quoi? Je veux dire, cherchons l'information, donnons à penser aux téléspectateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette façon de... Parce qu'on a, par exemple, quelqu'un, on a Marine Le Pen, Zemmour, on a je sais pas qui, ou Adrien Quatennens ou Mélenchon sur le plateau, bam, on va lui taper dessus pour montrer que, oui, mais c'est un extrême. Et puis lorsque c'est quelqu'un d'autre, on va être un peu plus zen, on va être plus... Je déteste ce deux poids, deux mesures. Je déteste ce deux poids, deux mesures. Et je trouve que c'est de l'hypocrisie, et ce n'est pas juste, ce n'est pas de l'info juste par rapport au public, et le public s'en rend compte, et ça creuse la défiance entre les médias, l'élite et le français, et ça creuse, ça permet, ça nourrit l'abstention qui est le premier parti de France. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à poser des questions? Je ne sais pas si même moi j'y pourrais, je le dis en toute humilité, ce n'est pas facile, mais neutre, respect, humilité face à l'info, face à l'information, je ne dis pas l'émission, mais face à l'information, un peu d'humilité, poser des vraies questions, quand je dis des vraies questions, pas superficielles, pour être dans une posture, mais une question qui puisse nous nourrir, nous apprendre à grandir. En tout cas, vous, aujourd'hui, vous êtes libre, vous vous sentez libre dans l'émission que vous animez. Vous n'avez pas de directive, personne ne vous dit il faut dire ça, il ne faut pas dire ça. Non, et je reviens d'ailleurs sur la question que vous m'avez posée sur est-ce que les journalistes devaient avoir quelle formation? La seule formation qu'ils doivent avoir, c'est la formation de liberté. Et ça, je l'ai appris par exemple au CSA. La liberté, être nommé par décret, par un président de la République. Alors même si vous dites effectivement, vous l'avez souligné, il y en a qui peuvent être sous ordre, mais moi au CSA, j'ai été libre. Et les gens le savaient que j'étais libre. Vous l'avez payé assez cher d'ailleurs. Je ferme la parenthèse, je l'ai bien payé. Je l'ai on m'a bien fait souffrir. Voilà. On m'a bien fait souffrir, mais je respecte l'institution. Il faut dire quand même, parce qu'il y a prescription, et que vous l'avez dit publiquement aussi. Oui, et je n'ai pas tout dit. Le président de l'époque du CSA... Oui, je n'ai pas cité de nom. Voilà, moi non plus, je ne le cite pas, peu importe, c'est en tant qu'institution, vous a quand même martyrisé, porté pour quantité négligeable, quand il ne vous a pas insulté, intimé des ordres assez contre-productifs. Vous parlez vraiment... Allez, je vais le dire, comme à une esclave. J'étais très, très, très maltraitée pendant 2 ans. Très maltraitée. Mensonges sur moi, dans la presse, rayer ma voiture, etc. Mais, vous savez, Didier, je prends de la hauteur. Je prends de la hauteur par rapport à ça. Je prends de la hauteur par rapport aux insultes racistes. Je prends de la hauteur par rapport à tout. Et en disant que là, au CSA, en voyant le positif et en disant que je respecte l'institution, même si à l'intérieur, il peut y avoir des gens qui ne sont pas bien. C'est comme parfois on dit la police n'est pas bien. Non, il peut y avoir des gens qui ne sont pas bien à la police, mais la police, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous êtes contre un discours qui essentialise et vous êtes finalement pour la liberté de chacun d'avoir
de faire ça à son opinion, la part des choses. Voilà. etc. Et la liberté, quand je l'explique dans le livre, je l'ai apprise par mes parents. Sois libre. Je suis chrétienne, je l'ai dit toujours depuis mes interviews, depuis toujours. Je dis que je suis chrétienne, subitement ça choque, mais je le dis depuis toujours. Ma mère m'a appris à être différente. Chrétienne et croyante surtout. Et croyante. Parce que c'est ça aujourd'hui qui... Oui, complètement. Mais je ne suis pas très religieuse. Je suis foi. Oui, mais voilà, exactement. Oui, hein, bon. Je ne suis pas dans le carcan religieux. Voilà, je suis un peu spéciale, mais protestante. Voilà, libre, exactement. Mais je dis surtout que, comment dirais-je, ma mère m'a appris à être différente, à cultiver l'intérieur par l'extérieur, à aller à contre-courant. Et justement, cette liberté à être, malgré le regard de l'autre, à être soi-même. Le journaliste devrait être comme ça. Et vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important, justement, de cultiver cette liberté. Liberté par rapport aux politiques, liberté par rapport à l'élite, liberté par rapport au chef de l'État, liberté par rapport au qu'en dira-t-on, cette liberté, mais cette soif de l'engagement et de l'intérêt général. Se dire qu'au bout du bout, il y a quelqu'un à qui on a envie de faire passer une information pour qu'il puisse réfléchir et qu'il puisse lui-même décider, mais ne pas décider à sa place. Et Christine Kelly, vous dites différente, mais également combattante. On le voit dans votre parcours, dans votre livre, depuis le début. Qu'est-ce que vous êtes battue? Alors, battue contre les assignations à couleur de peau, vous le dites, mais battue également dans votre travail acharné, enquêtes d'ailleurs qui ont été primées. Mais quel travail quand même à chaque fois quand on parcourt votre livre. Et est-ce que c'est ça aussi, peut-être le prix de la liberté? Est-ce que c'est ça, le prix de la liberté? Le prix de la liberté, alors déjà oui, j'ai beaucoup travaillé, j'aime travailler. C'est vrai que lorsqu'on sort d'une petite île et on est né sous 2 cocotiers, entre guillemets, et que il faut avancer et qu'on connaît personne dans les médias, on est obligé de travailler. Mais en plus de travailler, effectivement, il faut... comment dirais-je, payer le prix de la liberté, c'est aussi savoir dire non lorsque vous voulez absolument quelque chose, mais ce n'est pas par le chemin par lequel vous le voulez. C'est parce que vous voulez avancer, mais il y a des chemins qui sont plus rapides, mais vous reculez devant ces chemins plus rapides parce qu'ils ne correspondent pas à votre éthique. Ça, c'est le prix de la liberté. Voir d'autres personnes passer avant vous parce que vous n'avez pas pris des chemins qui ne correspondent pas à votre éthique, donc à votre liberté. Ça, c'est le chemin de la liberté. Payer le prix de la liberté, oui, c'est peut-être, comme le disait Didier tout à l'heure, avoir parfois sa voiture rayée, de voir que tout le monde est au courant d'un sujet lorsque vous êtes dans une institution, on a sauté votre bureau parce qu'on sait que vous, on ne rentre pas dans votre bureau pour vous assigner ou vous donner des consignes de vote, mais on saute mon bureau. Et ça m'est arrivé toute ma vie. Oui, j'ai payé le prix de la liberté, en positif, en négatif, et le prix de la liberté peut-être avec des menaces de mort, effectivement, en me disant que même avec les menaces de mort, je continuerai à faire mon boulot parce que je fais simplement mon travail. Et ce n'est pas que je ne donne pas mon avis, je peux le donner sur d'autres plateaux, mais dans cette émission, je ne donne pas mon avis. Mais le prix de la liberté, c'est malheureusement aller parfois jusqu'à sa vie et à se dire, être consciente, en tout cas, qu'on a mis sa vie en jeu pour la liberté. Vous croyez qu'il y en a beaucoup des journalistes comme vous qui se battent comme vous, qui payent ce que vous payez pour pouvoir avoir cette liberté? Je ne me suis même pas posé la question, à vrai dire, ma chère Clémence. Et quand on regarde autour, on n'a pas l'impression qu'il y a autant de combattants. Ah oui, je ne me suis pas posé la question, mais je pense que la vie est un combat. La vie est une guerre. La vie est avec des moments de paix, des parenthèses, mais même pendant la paix, on prépare la guerre. Et je pense que c'est que toute ma vie est combat et travail. Je n'ai pas tout fait bien, je ne fais pas tout bien, je sais que je ne fais pas tout bien, mais en tout cas, je reste fidèle à moi-même. Est-ce que vous diriez, à l'inverse d'Éric Zemmour, qui parle beaucoup de la domination des femmes, le pauvre homme qui croule sous le poids du matriarcat et du féminisme, ou en tout cas d'une certaine forme de féminisme, qui ne peut plus être viril, qui ne peut plus s'exprimer, etc. Est-ce que vous diriez, vous, au contraire, que on a compris que vous avez souffert pour votre couleur de peau ou que vous avez été discriminé négativement, si j'ose dire, pour cela, ou ramené à votre couleur de peau et pas forcément par le camp que l'on attend. Et par des bons bourgeois, Il y a une anecdote dans votre livre où vous êtes sur le plateau, vous revenez à LCI, je crois, et puis vous avez une collègue de travail qui dit « Ah, c'est sympa Christine, t'es revenue faire le ménage ». Bon, je ferme la parenthèse. Mais est-ce que vous diriez aussi que c'est parce que vous êtes au contraire une femme, que c'est plus difficile, malgré tous les combats aujourd'hui encore, pour les femmes, dans une société quand même dirigée, contrôlée par les hommes, avec quand même un patriarcat, en tout cas pour tous les postes à responsabilité?
Alors, j'ai souffert aussi en tant que femme. J'ai souffert en tant que noire. J'ai souffert effectivement à tous ces niveaux-là. Et c'est vrai qu'être femme est difficile. On a beau vouloir le cacher. Et par exemple, là, je donne mon avis. Les chroniqueurs sur mon plateau n'ont pas forcément cet avis. Mais pour moi, être femme, c'est plus difficile que d'être un homme. Et ça, par exemple, je vais toujours laisser mes chroniqueurs sur le plateau dire l'inverse s'ils ne sont pas d'accord. Et ils ne connaîtront pas mon avis pour autant. Et pour autant, cher Didier, chère Clémence, que ce soit ma couleur de peau, que ce soit mon statut de femme, je ne porte ma couleur de peau ni comme un fardeau, ni comme un drapeau. Et je ne viens sur le plateau ni en tant que femme, ni en tant que mère, ni en tant que présidente d'une association de familles monoparentales, ni en tant qu'antillaise, ni en tant que quoi que ce soit. Je viens en tant que journaliste et je viens en tant que française. En tant que journaliste et justicière de la liberté d'expression. Merci beaucoup, Christine Kelly, d'être venue aujourd'hui. Je Merci. rappelle le titre de votre livre, Liberté sans expression, aux éditions Le Cherche Midi. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.